Nous avons des métiers ordinaires et pourtant, nous montons sur scène. Nous sommes choristes et nous vous proposons de rencontrer des chefs de chœur, des musiciens et d'autres acteurs du chant choral de variété. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets de chœur. Je suis Carole Voisin. Et je suis Sébastien Murtin, nous sommes vos hôtes pour cet épisode et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Nicolas Marsol. Bonsoir Carole, bonsoir Sébastien et bonsoir à tous. On rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu es musicien, bassiste professionnel et que tu as joué avec de nombreux artistes. On peut d'ailleurs en citer quelques-uns: Sinclair, Lerita Mitsuko, Grand Corps Malade, je crois, NTM, Ouais, Jean-Louis Aubert, si je me trompe pas ouais, également, entre ouais. autres, donc une pléiade d'artistes. Et on peut se poser donc du coup la question, mais quel lien avec notre podcast? Eh bien, en fait, Nicolas accompagne non pas un, pas deux, mais maintenant 200 artistes en même temps, puisque depuis 6 ans, je crois, Nicolas, tu accompagnes les chœurs de France, c'est bien ça? Tout à fait, Hein, à peu près tout à 6 ans. fait. Ouais, ouais. Donc tu comprendras que ton parcours nous intéresse donc beaucoup. Certes. Et Nicolas, ce qu'on te propose, c'est de commencer peut-être simplement par le début. Et donc tu es bassiste. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venu à pratiquer cet instrument? Qu'est-ce qui t'a motivé? Eh ben, écoute, moi j'ai commencé par la guitare assez tard. J'ai commencé à 14 ans par la guitare et j'ai tout de suite été attiré par la basse parce que j'étais un fan de Police et de Sting et Mmh. Sting, Mmh. était bassiste Mmh. j'ai croisé, la basse qu'il avait, enfin qui ressemblait à la sienne dans un magasin de musique et l'instrument m'a attiré, j'ai trouvé ça très beau et ça ressemblait à la basse de Sting. Ça, c'était le premier truc et le deuxième truc, c'était que mon grand frère m'a fait écouter un disque d'Elton John, sur lequel il y avait un morceau, il faisait une reprise de Johnny B. Goode de Chuck Berry, mais rien à voir avec la version originale et dessus, il y avait un solo de basse d'un type qui allait devenir une de mes idoles, qui s'appelle Marcus Miller et je savais pas que c'était une basse et je suis allé voir mon prof de guitare et je lui ai dit: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Et il m'a dit: «Mais ça, Nicolas, c'est pas de la guitare, c'est de la basse». C'est de la basse. Et moi, tout de suite, alors on était 2 à prendre des cours, mon meilleur copain et moi j'ai dit: «Bah, écoute, banco, moi, c'est ça que je veux jouer, quoi». Et et tout de suite, j'ai récupéré une basse, j'ai vendu ma guitare, j'ai récupéré une basse, aux grandes dames, de mon père qui disait: «Mais je comprends pas pourquoi tu te mets à la basse?» et cetera et cetera. Et donc ça a commencé comme ça. Voilà, ça a été le 1er virage de la guitare à la basse et ce qui m'a plu tout de suite, c'est que mon prof de guitare jouait très bien de la guitare, il jouait également de la basse pour m'apprendre les rudiments. Mon copain jouait de la guitare et mon prof avait un petit séquenceur, tu sais, une petite boîte à rythme. Ouais. Et ce qui m'a plu tout de suite, c'est que déjà, à 3, on faisait un groupe. La basse, la guitare, la batterie et tout de suite, ça créait un truc, tu vois, un vrai groupe, quoi. Et voilà, c'était mon premier contact, avec la basse, quoi, avec l'instrument. Donc ça, c'était les débuts Ouais. à quel moment tu es devenu professionnel, hein? Bah, alors après, pour, pas rentrer dans l'intime, mais si on est un peu obligé, j'ai perdu mon père très tôt. C'est-à-dire que 2 ans à 1 an et demi après, mon papa est mort, j'étais jeune, moi j'avais 15 ans et demi et moi je me suis mis corps et âme dans la basse parce que c'était le seul truc qui me faisait oublier tout ça, qui me donnait de l'air quoi, en fait, par rapport à ça. Parce qu'à 15 ans et demi, perdre son père, c'est délicat Mmh. et donc je me suis plongé, dans la basse et j'y passais des heures. Des heures et des heures et des heures. Je me suis passionné pour ça. Tu vois? C'était mon échappatoire. Mmh. Ce qui fait que tout de suite, bah, quand tu passes beaucoup de temps sur un truc, que tu sois doué ou pas, tu progresses et donc j'ai vite progressé moi, par rapport à ça D'accord. et j'ai vite eu aussi, un grand amour de la musique, et de tout ce qui tournait autour de la musique, les copains, les répétitions, les machins et donc j'ai vite su ce que je voulais faire par rapport aux autres de ma classe. Tu te souviens quand on était
en classe, on se souvient tous, «Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi?» Dans des classes de nous, on était 35-40. Moi, je faisais partie des 2 qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Ouais, c'est un privilège ça, hein. Voilà, Mmh. exactement, Mmh. exactement. Donc j'ai passé mon bac pour faire plaisir à ma maman et parce que moi, ma famille était effrayée de ça, hein. Mmh. Genre les musiciens, moi, il y a zéro musicien dans ma famille, moi, hein, tu vois? C'est un truc, c'est de très, très loin, quoi, tu vois? C'est genre, ça va pas, quoi. Ça va, c'est tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire, de ta vie? Enfin bref, Les parents inquiets. absolument, et je le comprends, hein. Et donc moi, j'ai passé mon bac pour faire plaisir à ma mère, et après tout de suite, je me suis plongé là-dedans, je dirais professionnellement, enfin avec le but de. Alors après, tout n'est pas si facile, hein, comme dirait NTM. Mais moi voilà, j'avais cet objectif-là tout de suite, et j'y passais un temps, voilà. Donc voilà, c'est ça le grand virage, par rapport à la basse, quoi. D'abord la découverte et après le pourquoi. Eh ben, écoute, merci pour ce récit et puis en toute, authenticité donc merci beaucoup pour ce partage. Je t'en prie. Tu viens de citer NTM, du coup on a cité, en introduction les nombreux artistes, avec lesquels tu as pu travailler. Et donc la question c'est comment tu as rencontré les chœurs de France? Comment s'est passée la 1re rencontre? Heu et comment tu as connu les chœurs de France? Alors, c'est encore un tiroir, c'est encore un tiroir. J'ai passé une audition pour jouer avec Vincent Niclot. Oui. Vous connaissez Vincent Niclot? Bien sûr. Je passe l'audition, et j'arrive à avoir le poste, et là, ils cherchaient un bassiste. Tout le groupe était là, mais ils cherchaient un bassiste, et là, je rencontre Jean-Philippe Bataillé. Mmh. Jean-Philippe Bataillé, on fait une tournée, ça devient un ami que voilà, je c'était une superbe rencontre, musicale, humaine et tout, j'adore Jean-Philippe, c'est vraiment un gars super, et lui, me parle des chœurs de France. Alors, il me parle en toute honnêteté, des parce que lui, il le fait, mais moi, j'avais aucun lien, aucune touche avec les chœurs de France, et donc il m'explique, moi je fais ça, patati et la, et puis il vient genre, 2 ans après, je crois, 2 ans et demi après, il me dit: «Écoute, je crois qu'il va y avoir un changement au Chœur de France, ils recherchent un bassiste, je vais appuyer ta candidature». Et puis après, bah, écoute, on s'est rencontrés avec le directeur musical, avec les chefs de chœur, et cetera, et puis ça a fonctionné pour moi, et donc j'ai atterri au Chœur de France. Voilà. Donc c'est par l'intermédiaire de Jean-Philippe Bataillé, qui y était lui depuis le début, je crois, dans les musiciens. Et Jean-Philippe Voilà. Bataillé joue de quel instrument? C'est un batteur, oui, pardon, ouais, ouais, c'est un batteur. D'accord, Ouais. d'accord. Yes. Du coup, qu'est-ce qui t'a attiré, pour rejoindre les chœurs de France, pour accompagner, un chœur? Alors, pour dire vrai, moi j'avais déjà fait des chorales de gospel, un petit peu avant. Super. J'avais fait partie de 2 chorales de gospel. Bon, bah, super, je m'étais régalé. Le chœur, c'est quelque chose de c'est très, très impressionnant, un chœur. Heu, 100, même 50 personnes, 100 personnes qui chantent ensemble et qui chantent bien ensemble, ça vous emporte, quoi. C'est comme un grand orchestre, je fais une première petite digression. Avec les Rita Mitsuko, j'ai eu la chance de jouer avec un grand orchestre, le Grand Orchestre Lamoureux. Il y a les Rita Mitsuko plus le Grand Orchestre Lamoureux, et le chœur, c'est un peu comme un grand orchestre, quoi. C'est-à-dire toutes ces personnes qui jouent au diapason, je dirais le truc, c'est ça, quand ça se passe bien, ça vous emporte, quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai été vachement, attiré par ça, et Mmh. déjà les chorales de gospel, c'était super, et Jean-Philippe Bataillé, donc le batteur, m'a dit: «Écoute, c'est vraiment très impressionnant, les répertoires changent, et cetera». Enfin, il me l'a vendu, quoi, il me l'a bien vendu. Mmh. Voilà, Tu te souviens voilà. la 1re rencontre, c'était avec qui? Première rencontre musicale avec le chœur, c'était quoi? Alors c'était alors, encore une autre digression. Jean-Philippe m'a dit: «Mais au sein des chœurs de France, il y a un gars que tu connais très bien, qui s'appelle, Michaël Ohaillon», et Michaël Ohaillon est guitariste, et moi j'avais fait avec Sinclair une de mes meilleures tournées, enfin vraiment un truc super, que je revendique, parmi mes
mes trucs musicaux et Michael Ohayon, effectivement, j'avais joué avec lui avec Sinclair. Donc, ça a été un truc en plus, me dire, ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu, hein. Mmh. On s'était pas retrouvés sur d'autres projets et ah, bah, génial, super. Et donc je me suis retrouvé avec le directeur musical, Jean-Marie Aversin, qui est pianiste et directeur musical, pour parler du répertoire, voir, bon, j'ai été appuyé par Jean-Philippe, hein, Mmh. voir si ça plaît à tout le monde et cetera, quoi. Et donc c'était sous forme d'audition ou répétition, pour s'entraîner sur le répertoire? Comment ça s'est passé? C'était plutôt une répétition. Moi, je l'ai vécu plus comme ça plutôt une audition, je D'accord. crois qu'ils avaient confiance en Jean-Philippe, et voilà. Il y avait Evelyne Lagarde aussi, maintenant que je me souviens, qui est chef de chœur. Je crois qu'elle était là aussi. Je crois qu'elle était là aussi parce qu'elle chapeaute le truc, donc je crois qu'elle était là aussi, il me semble, Donc voilà. Evelyne Lagarde est la Ouais. directrice musicale des chœurs de France et chef de chœur. Exactement, Mmh. exactement. Il me semble qu'elle était là, Evelyne aussi, quoi. Mmh. Ouais, il me semble, voilà. Et c'était ça mon 1er contact. OK. Et ton premier concert, tu t'en rappelles? Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien, tu sais pourquoi? Parce que, j'avais un double répertoire à apprendre et si tu veux, j'avais le nouveau répertoire, des répétitions qu'on allait faire et il y avait l'ancien répertoire parce que dans les chœurs, on fait une semaine de répétition. C'était, au carreau d'arrache et moi je devais «me taper» entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais Mmh. il fallait que je connaisse l'ancien répertoire des chœurs, mais et que je connaisse également le nouveau, ce qui voilà. Donc et le nouveau que je ne jouais qu'une fois, tu vois? Mmh. Sans aucune répétition et tout, donc c'est un petit challenge, de faire ça, tout en ayant dans les pattes également les morceaux du nouveau, tu vois? J'étais à cheval entre 2 spectacles, tu vois ce que je veux dire? Mmh. L'ancien et le nouveau. Donc ouais, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. C'était à Samoin, je crois. Et du coup, en Ouais. rebondissant là-dessus, est-ce que tu peux, tu nous parles de concert là justement, de ton premier concert. Est-ce que, tu aurais un souvenir marquant, de ce que tu as pu vivre lors de ce premier concert là ou sur scène, sur un autre concert, mais quelque chose de marquant que tu as vécu avec les chœurs de France? Sur scène, hein, sur scène. Ouais, sur scène. Oh, oh, il y en aurait plein. Alors est-ce que je vais me souvenir de tout? Mais ce premier concert, je me souviens d'un truc qui était un peu hors musique. C'est qu'il a fait un orage, mais on devait jouer dehors à Samoin et finalement, on a réussi, je crois que ça a été bâché et tout, mais il y a eu un orage, mais un truc, heu, un truc incroyable pour le premier concert. J'ai pris ça comme une plaisanterie. Je me dis: «Tiens, c'est moi le chat noir, j'arrive et il y a un orage pas possible». Et puis et non, et puis encore, bon alors évidemment, on avait quand même regardé entre nous au moins les morceaux et tout, mais moi, j'avais le stress de, tu sais, du 1er concert que tu fais sans aucune vraie répétition, où tu dois quand même montrer ce que tu vaux en termes de travail, en termes de jeu et cetera. Mais ça doit pas être évident en fait ça? Non, c'était pas évident, mais c'est un bon challenge. Moi, Mmh. j'aime bien les challenges et c'était un bon challenge. Sinon, dans les chœurs, dans les multiples concerts, bah, il y a plein de Il y a trucs. plein de Moi, je suis choses, toujours, plein de souvenirs. oui, Mmh. surtout quand il y a ma famille qui vient me voir, moi, ça me touche beaucoup. Bien sûr. Je suis toujours, moi, mes parents, ils sont de la région parisienne, enfin, ma mère est de la région parisienne et quand elle vient me voir, c'est toujours, voilà, j'ai toujours un petit ou mes copains ou ma copine ou tu vois? Mmh. Je suis un peu fleur bleue pour ça, quoi. Mmh. C'est toujours un petit truc, quoi. Non mais c'est super. Hem et du coup, de jouer avec un chœur, de façon plus générale, en fait, qu'est-ce que cela t'apporte dans ta pratique? Par rapport à, jouer avec, enfin ce que tu as connu avec ce que tu connaissais avec les artistes, de jouer vraiment avec 200 artistes, en fait, qui sont derrière toi, un orchestre comme tu dis, qu'est-ce que ça change dans ta pratique? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, il y a une grande force, 200 voix ensemble, ça vous prend, ça vous prend aux tripes, ça vous prend au cœur, quoi, c'est le cas de le dire. Et il y a un autre truc aussi, c'est une espèce d'inertie du tempo. C'est pour ça que bon, alors, je rentre dans des termes un peu plus techniques, mais puisqu'on y est, Mmh. allons-y, hein. On va y venir un petit peu petit C'est à pour ça petit. qu'on aime bien justement avec Jean-Phi, le batteur donc des chœurs, jouer au clic. Le clic, ça veut dire que nous, on a le tempo dans les oreilles parce que, 1 personne, 10 personnes peuvent avoir un tempo fluctuant. Mais 200 personnes, le même tempo, nous sommes, le batteur et surtout le batteur et moi et les autres musiciens aussi, mais surtout le batteur et moi, nous, on est les garants du tempo, entre autres.
hein, Mmh. de l'harmonie, mais surtout du tempo. Et 200 personnes qui chantent ensemble, il y a une inertie au niveau du tempo, qui est vraiment très particulière. Quand vous accompagnez, moi j'ai souvent accompagné, un artiste, solo quoi, que ce soit Mmh. enfin je vais pas les citer, on s'en fout, mais, il y a une personne que vous accompagnez. Mais là, vous accompagnez 200 personnes et même s'il y a un lead, parce que dans les chœurs, il y a parfois des leads, parfois c'est les chefs de chœur, parfois c'est des leads qui viennent directement des chœurs. Quand vous accompagnez, c'est, 150-200 personnes qui chantent ensemble et là, le tempo, il peut devenir étirable. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est pas bon pour nous. Il faut pas qu'on commence à 80 et qu'on finisse à 200 ou le contraire. Donc il y a ça, c'est un aspect des chœurs, qui est surtout dans les ballades et les choses comme ça, où le tempo est déjà assez lent. Voilà. Ça, c'est un truc technique et un petit peu particulier, par rapport aux grands chœurs. Ce qui était aussi le cas dans le gospel, mais le gospel étant très rythmique, Ouais, c'est un peu moins, flagrant que dans ce que j'ai pu faire avec les chœurs de France où il y a des choses rythmiques, mais il y a aussi des choses très, avec beaucoup de mélodies et cetera, où là, on est vraiment il y a que nous, en fait. Il y a que Jean-Phi et moi et les autres également, hein, mais à être garant du tempo. Donc ça c'est important. ça fait partie du coup de vos challenges, de vos difficultés pardon à tenir et à remplir Exactement, en fait, c'est ça en fait, hein? exactement, C'est une exactement, adaptation de tous les instants en fait, c'est exactement OK. et ça t'oblige quand il y a des rubato, ça veut dire qu'il y a pas de tempo, Mmh. ça t'oblige à connaître le texte par cœur pour avoir les bons points d'appui et cetera et cetera. C'est pour ça que nous, on préfère avoir un clic, comme ça on se réfère au clic et le cœur nous suit et on suit pas nous le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Nous, Ouais. on voilà, on est les garants du tempo et le cœur peut nous suivre, peut s'appuyer sur nous et pas le contraire. Quand c'est le contraire, on le fait, mais attention, voilà, attention. C'est un des challenges des chœurs, il y en a plein d'autres, hein, Mmh. mais c'est un des challenges, des chœurs, quoi. C'est le Ouais. primordial. OK, OK. Et du coup, quand vous jouez au clic, le cœur s'adapte, ça suit. Bah, il joue sur nous. Ouais, c'est Il ça. joue sur nous, il a intérêt. Parce que nous, on va jouer par rapport au clic et bah, sinon après, ça va être, comment dire? Ça va on sent que la chanson risque de bouger un petit peu. Ce Ouais, qui en soi n'est pas grave, hein, c'est Mmh. pas tu vois? Mais c'est bien quand même, on va dire que c'est une sécurité. ouais. Voilà. Ça arrive que vous ayez un clic et que vous sortiez de ce clic-là ou non? Nous, on fait tout pour y rester et que le cœur se replace dessus. D'accord, Si tu veux, on va essayer de l'étirer le plus possible, mais rester en place. Parce que sinon après, si tu veux, bah, après qui suivre, qui est le patron? Et là avec le clic, il y a un patron. ouais. Voilà, Mmh. c'est lui et il est à 60, on reste à 60, on peut s'étirer un peu et voilà. Sinon après, c'est plus compliqué. Donc du coup, il y a un vrai défi technique, hein, on entend autour de la rythmique, Ouais, selon toi, ce serait quoi la qualité primordiale, pour jouer avec un chœur? être au service du cœur. Oh, c'est beau. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai aussi pour les artistes de variété, hein, je te la fais un peu, c'est vrai aussi pour avec, et alors, il y a 2 trucs, mais c'est vrai, c'est un truc assez, général pour un musicien, c'est être au service de l'artiste ou du chœur, mais savoir aussi, quand on te le demande, apporter, ton truc à toi. Mmh. Mmh. Voilà, aussi, tu vois? OK. Par exemple, idée de je rentre dans les détails encore, hein, le dernier spectacle des chœurs, le directeur musical Jean-Marie Aversin, il m'a fait jouer un trait de guitare. Parce que moi, je suis bassiste, mais j'aime bien faire des solos à la basse, j'aime bien jouer des thèmes et tout et donc on joue avec les chœurs, mais on joue aussi ensemble des trucs de jazz et des machins et tout et il s'est dit: «Bah, tiens, dans l'arrangement, ça changera un peu, que ce soit le bassiste qui joue un truc à l'aigu comme un thème». Bon, bah, ça, c'est moi qui lui c'est pas moi qui lui ai proposé en disant, «Tu vas écrire l'arrangement comme ça», mais comme, plusieurs fois on a joué des standards de jazz et moi j'ai joué des thèmes et tout, il s'est dit: «Bah, tiens, pourquoi pas essayer ça?» Tu vois? Il faut être force de proposition. C'est vrai avec les artistes et tout, mais comme disait un super, ingénieur du son, copain à moi: «RATP, reste à ta place». Voilà, Mmh. RATP, reste à ta place et d'abord au service de l'artiste et donc là du cœur et puis être force de proposition si on te le demande. Voilà, c'est ça en gros. Ouais. Être au service du cœur. Ah super. Mmh. Une belle définition. Qui dit,
qui dit chœur dit en général, en tout cas pour les choristes, chef de chœur. Hem, voilà, pour les choristes, le rôle du chef de chœur est fondamental, hein, puisque c'est lui Très important. qui va Très, donner très le important. départ, qui va Ouais, donner le tempo et cetera. ouais, ouais. Hem, pour toi, musicien ou pour vous musiciens, mais en tout cas pour toi, comment ça se passe? Comment tu interagis avec les chefs de chœur et est-ce qu'il y a interaction? Ah, c'est très, très important. C'est primordial parce que ils sont le relais entre le chœur et nous. Et ils sont le relais même sur scène, puisque sur scène, nous, on est dos au chœur évidemment, le chœur est au fond de scène, enfin derrière. Mmh. Nous, on est devant sur la scène plus bas et les chefs de chœur sont face au chœur et donc face à nous. Donc on a un contact visuel avec eux et moi notamment avec Evelyne, j'ai des contacts même par rapport, parfois, au départ. Même si nous on a le clic et cetera, il y a des départs qu'elle donne avec les mains et cetera. On se regarde parce qu'il y a quand même, il y a des choses qui sont faites, Rubato notamment, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait un medley Starmania Oui. où il y avait un morceau qui était pas cliqué et ben là, le morceau qui est pas cliqué, moi, tout mon tempo est avec Evelyne, quoi. Mmh. Et pareil pour Jean-Philippe. On Mmh. regarde avec sa main, elle nous donne, donc c'est une grande, grande interaction, quoi. C'est très important. Mmh. Tu nous as parlé de chœur gospel, mais tu travailles ou en tout cas tu interviens aujourd'hui, notamment dans une comédie musicale, à Disneyland. Ouais, ouais, ouais. Du coup, les chœurs de France, en tout cas ce chœur, là avec lequel tu joues, est un chœur amateur et du coup, on se posait la question de, quelle différence toi tu perçois ou tu fais dans ton jeu, dans ton intervention sur scène, entre jouer avec des professionnels et jouer avec des amateurs? Qu'est-ce que ça change? Alors, pour moi, ça change rien. Ah, moi, ça change absolument rien et alors moi, je vais te dire tout de suite, le truc entre amateur et professionnel, pour moi, c'est l'argent. C'est pas le niveau. C'est pas le niveau. Les chœurs de France, par exemple, en l'occurrence, ça chante super bien et c'est un spectacle qui, pour moi, est professionnel, qui est niveau professionnel. Simplement, pour moi, le professionnel, c'est celui qui va gagner de l'argent en travaillant dans la musique. Voilà. Donc les gens qui font les chœurs de France, ils sont pas professionnels, mais ils ont un niveau de professionnel. Moi, je suis professionnel parce que je suis payé pour faire ça, mais je peux très bien jouer comme une patate aussi. J'essaie de faire Mmh. le mieux que je peux, mais tu Mmh. vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Pour Mmh. moi, le professionnel, c'est ça. Mmh. Donc moi, ça change rien de mon attitude, par rapport à ça. Mmh. Après, je vais pas non plus faire le candide. C'est évident que quand on te paye pour des répétitions et pour, des concerts et des choses comme ça, que ça de justement ça devient un acte professionnel et bah, tu es obligé d'y passer plus de temps Ouais. que si tu vas jouer avec tes copains, pour, un bœuf comme ça et tout, mais moi je jouerais de la même façon, quoi. Enfin, c'est tu vois? C'est normal, quoi, c'est ton travail, ça devient un travail. Ce qui est pas péjoratif du tout, hein, d'ailleurs, hein, dans ma bouche, hein, mais voilà, tu es obligé d'y passer du temps, et d'ailleurs, oui, parce que notamment dans les chœurs de France, il y a un gros, gros travail de préparation, énorme. Énorme. Avec les medleys où il y a énormément de morceaux, je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier spectacle, on avait, plus de 50 morceaux, hein. C'est beaucoup, donc ça demande un vrai travail de préparation et si tu n'es pas professionnel pour, réintégrer le terme à la conversation, Ouais. bah, tu te fais vite avoir, hein, parce que 50 morceaux, ça vient pas en claquant des mains, hein. C'est voilà. Donc toi, en tout cas, même posture, Ouais, professionnelle ouais, et vraiment. puis, finalement, mis à part le lien avec l'argent que tu mentionnes, pas de différence selon toi en tout cas, Non, jamais, jamais. Même quand je joue avec des vieux copains à moi qui ont pas un super niveau de moi je joue, toujours, à fond et puis parce que c'est passionnant. Mmh. La musique, reste, une passion pour moi et donc c'est passionnant de la partager et donc de la partager avec les autres. Merci, Nicolas, pour tous ces détails et ces histoires que tu nous racontes, c'est passionnant. On va changer un petit peu de thématique. Quel est pour toi le morceau le plus inattendu ou celui que tu as préféré ou le plus difficile que tu aies joué? Ou les 3, si tu as envie de Alors, ouais, je vais écoute, je prends le truc qui me vient en premier. Le truc qui me vient en premier, c'est très égocentrique et j'en suis désolé. vas-y. C'est que sur le dernier spectacle, on a joué un morceau d'Erita Mitsuko et moi, j'ai joué avec l'Erita Mitsuko Hein, hein. et donc ça m'a fait quelque chose de jouer ce morceau-là parce que ça me faisait penser Et à, c'était quel morceau? C'était c'était, quel morceau? Marcia Baila Marsa Baila. OK. et ouais et on dans un medley, rock,
rock français, il y avait Téléphone, il y avait d'autres trucs et le dernier, c'était ça. Et donc moi, ma petite fierté, mon petit ego était très flatté de jouer un morceau de alors j'ai pas joué avec Téléphone, mais je jouais avec Jean-Louis Aubert et Mmh. puis à la fin, c'était Marcia Baila, ça j'ai joué avec les Rita. Donc j'étais très content avec les chœurs de France, de pouvoir jouer aussi des trucs que moi j'avais déjà, humblement, fait avant quoi. Ça me faisait toujours sourire, et bondir sur ma chaise et ça faisait rigoler Jean-Philippe de me voir comme ça, Mmh. en jouant, Marcia Baila parce que voilà, j'étais content, j'étais fier de moi quoi. Voilà. Pardon OK. de cet ego déplacé. Bah, non, on a tous nos repères et donc toi, c'est l'Erita Mitsuko Ouais, c'était le premier truc qui me venait à l'esprit. et puis on sent le sourire quand on parle et qui dit sourire me fait penser à émotion. C'est vrai que souvent les choristes, à chanter à 200 peuvent témoigner d'émotions partagées, de choses qu'ils vivent très fort, sur scène. Ah oui. D'ailleurs, je crois que les chœurs de France, comment on dit? Leur signature, c'est passeur d'émotions, il me semble. Toi, du coup, de ton côté, comment tu ressens ces moments d'émotion? Voilà, qu'est-ce qui se passe sur scène avec les 200 choristes? Tu nous en as un petit peu parlé, tout à l'heure, mais voilà, comment ça se passe pour toi? Ah bah, moi je suis aux aguets. Au début des spectacles, lors des premières dates, je suis un peu le nez dans les partitions avec le clic et cetera. Nous, on est là pour que tout se passe bien. On doit être, pour l'image, on doit être un peu leur canapé au Chœur de France. Ça veut dire que nous, il faut que notre musique soit suffisamment limpide pour qu'eux, ils puissent se placer dessus sans aucun doute, puisqu'ils ont déjà des voix différentes à faire, il faut partir, à ce moment-là et cetera et cetera. Donc voilà, c'est ça donc moi je suis concentré, au départ et il est vrai que plus on le joue, bah, plus on prend de l'assurance et plus, on se lâche un peu tout en restant concentré parce que c'est là qu'on se trompe. Après en termes d'émotion, elle est énorme, parce que les gens sont pas habitués à ça. Tu vois que c'est un peu leur récompense. Ils sont contents de jouer avec nous parce que je crois que dans le système des chœurs de France, ils font aussi des concerts sans groupe, mais le groupe, c'est un peu le concert quoi, tu vois? Le moment et pour nous aussi, du coup et donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de stress au départ, mais beaucoup de convivialité aussi. C'est très particulier les chœurs de France. Jean-Philippe en avait parlé, comme ça. Il m'a dit: «Tu verras, c'est vraiment, alors ça paraît un peu candide et un peu, peut-être, ouais, ce que je dis, mais c'est vraiment pour l'amour de la musique et de la chanson, si tu Mmh. veux. Eux, ils sont pas payés, ils font ça vraiment pour Mmh. pour s'éclater et pour passer un bon moment et communiquer un bon moment ensemble. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien aussi. Mmh. Il s'agit pas que ce soit n'importe quoi et je pars à droite et l'autre va à gauche et cetera et nous, on met un point d'honneur aussi, puisqu'on est des musiciens professionnels. Puis attends, il y a Roland Romanelli, Michaël Ohaillon, il y a des pointures, hein, tu des gars, tu vois, avec des CV longs comme le bras, Mmh. Jean-Marie et cetera, Jean-Phi et tout et tout le monde se met au diapason pour que le concert ait vraiment, de la gueule, quoi, que ce soit pro et avec, un bon son, et cetera et les chœurs, ils le sentent et on voit leur application, mais aussi leur track, Mmh. qui est notamment très visible chez ceux qui prennent le lead. Parce que parfois il y a des leads. C'est pas toujours les chefs de chœur qui sont des très bons chanteurs et voilà, très à la page, quoi. Eux, ils le font très bien, mais les gens des chœurs qui sortent et qui font les leads, tu sens qu'ils sont un peu en panique, quoi, pour certains enfin en panique, j'exagère, mais pas toujours. Ouais, il y a de l'enjeu donc ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais il y Mmh. a du trac, Ah sûrement, il y oui, a bah des oui. tracks. Bah, tu te retrouves devant tous les copains et cetera, puis là, faut pas se Bien planter sûr, dans la justesse, dans la mise en place et bien cetera sûr, bien sûr. et Mmh. donc voilà et ouais, il y a beaucoup énormément d'émotions. C'est très, très plaisant à faire Mmh. et il y a une belle a on sent qu'il y a une belle aventure humaine aussi. Mais ouais, ouais, il y a beaucoup d'émotions et d'ailleurs on fait tout ça avec, grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver entre nous, l'équipe musicale, mais de se retrouver aussi avec les chœurs, pour en découdre quoi, pour faire les concerts Mmh. et avoir les applaudissements des gens et que les gens te disent à la fin de la soirée, quand tu ranges, ton matos: «C'était super, vous nous avez régalés» et cetera. Ça paraît rien ça, mais c'est très, très important. Indéniablement, on peut imaginer que l'orchestre, ajoute beaucoup, tu mentionnais tout à l'heure le fait que Jean-Philippe t'ait appelé à un moment donné où l'orchestre évoluait. Il y avait peut-être pas d'orchestre
de cette teneur-là avec, tous les grands noms que tu as cités, tout à l'heure, et peut-être pas de bassiste à l'époque. Selon toi, qu'apporte la basse, justement en termes en termes de plus pour aller accompagner l'émotion si on reste sur cette, fibre-là? Eh ben, écoute, la basse, elle a un rôle primordial, dans beaucoup de musiques, c'est qu'elle est le lien entre le rythme et l'harmonie, en fait. Ouais, La basse, tu as un rôle central, mais tu peux pas en fait, je sais plus, alors elle est pas de moi, hein, cette image, mais si tu prends un arbre, les racines de l'arbre, ça va être la batterie, le rythme. Le tronc d'arbre, ça va être la basse. Les branches de l'arbre, ça va être le clavier ou la guitare et les notes. Et les petits oiseaux, bah, ça va être les choristes ou le soliste ou le saxophoniste ou les solistes ou les chœurs, enfin ceux qui font le chant, quoi, si tu veux. d'accord. Donc moi je suis un tronc d'arbre, en fait. Je suis le lien entre les racines et les branches. Et c'est vraiment le rôle primordial de la basse qui après aussi, bah, justement comme je te l'avais dit tout à l'heure, avec l'arrangement de la chanson de Scorpion, la basse, elle peut avoir un autre rôle aussi. Elle Mmh. peut avoir un rôle plus chantant et tout. Mais le rôle primordial de la basse, c'est le lien entre le rythme et l'harmonie. Si c'est le tronc, c'est plus que le lien là, Ouais, 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 Nicolas. Si c'est ouais, le tronc, c'est même le socle presque, c'est le ouais, pilier. quasiment. Bah, disons qu'en fait, le truc vient du rythme, hein, quand même. Dès l'instant où il y a du rythme, il y a une batterie ou des percussions, voilà, la base, moi je m'assois sur, en toute proportion gardée, hein, je m'assois sur Jean-Philippe. Mmh. Ça lui fera plaisir. Et donc moi je suis le lien entre ça et le clavier et la guitare. Donc c'est un rôle prépondérant et bon, les chœurs de France, c'est une musique très éclectique. À chaque fois, même si c'est de la variété, bah, de toute façon le mot variété, il est déjà éclectique, en lui-même. Il y a beaucoup de choses différentes. Mais, dans toutes les musiques, qu'on fait, que ça peut être, du rock, de la pop, de la chanson française et tout, il y a de l'harmonie et du rythme. Et ben, moi, je suis le lien dans l'orchestre entre l'harmonie et le rythme. Voilà, OK. d'où le rôle prépondérant. OK, merci beaucoup. Là, on était plus sur scène, donc il y a des moments, on et puis probablement dans ces grands mouvements, et tu en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a des moments off, en dehors, de la scène, les moments de répétition, les moments peut-être de partage de moments, conviviaux, de déjeuner, de repas ou que sais-je. Toi en tant que musicien, bassiste certes, mais surtout musicien, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces temps de partage avec, le reste du collectif, avec les choristes? Bah, c'est un des meilleurs moments avec les concerts parce que, le groupe, de musiciens s'entend très bien, mais on s'entend aussi très bien avec les chœurs et on est très, très bien, accueillis sur tous les chœurs qu'on fait. Ouais. Tous. On est très bien accueillis. Alors bon, l'accueil, on se voit, c'est très rapide. C'est très rapide, sauf à cette semaine encore. Je reviens à cette semaine, ils appellent ça la semaine chantante, je crois, qui est comme un stage en fait où on se côtoie pendant une semaine. Bon, là, on a plus le temps, mais là, tu peux pas voir tout le monde. Mais quand on fait cette tournée-là, on reste maximum 2 jours. Mmh. Et pendant les maximums de ces 2 jours, bah, on mange tous ensemble et on se croise et on fait de la musique. Le seul petit truc, un peu moins bien pour moi, mais c'est normal et je le comprends pour les chœurs, c'est qu'on fait des balances très longues. Mmh. Ce qui fait que les balances, c'est ce que pour expliquer, c'est ce qu'on fait avant le concert. Et comme on fait peu de répétitions avec les chœurs, on répète entre nous, mais pas beaucoup non plus. Comme on fait peu de répétitions avec les chœurs, eux, ils ont envie d'entendre ce que ça donne avec l'orchestre, et cetera, et cetera. C'est le seul truc un peu plus compliqué parce que de balances longues font qu'en plus, si on fait 2 concerts dans la journée, on ressort le soir complètement exténué, quoi. Tu vois? C'est Mmh. 2 heures de concert plus 1 heure et demie de balance. Si tu fais 2 concerts dans la journée, ça fait, 5 heures et demie, 6 heures de musique. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais c'est le seul truc, sinon on est très, très bien accueillis. On sent que les gens ont envie de chanter, ont envie de nous écouter, voilà. On est prêt pour le partage, quoi. Pour essayer de faire le lien avec ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que finalement, comme le cœur se repose sur vous, ils ont besoin de vous entendre avant d'être en live, quoi. C'est-à-dire que vous êtes carré, vous savez ce que vous jouez. Par contre, le cœur a besoin, Bah à un oui, moment donné, de vous entendre et ce qui fait que les balances sont un peu longues. Ils ont besoin de petits réglages, je suppose? Ouais. c'est bien normal et aussi il y a aussi la découverte de la salle. Mmh. Chaque salle a un son différent. Si tu joues à Strasbourg,
ça sonnera pas pareil qu'à Mulhouse ou qu'à Rouen parce que la salle est pas pareille, il y a pas le même matériel, et cetera. D'où l'importance de l'ingénieur du son aussi. Ouais. C'est très important aussi ça. Et donc, les choristes n'ayant pas l'habitude, ils veulent passer du temps, dans ces salles pour travailler, ce qui est normal. Mmh. Ça, c'est pour le côté un peu plus technique, mais tu pas du tout la même façon quand tu joues, pardon, juste avec un clavier que quand tu joues avec toute une rythmique. Mmh. La batterie, la guitare, le clavier, la basse, le deuxième clavier, l'accordéon, c'est pas du tout la même chose. Oui, parce que pour faire le lien avec ce que tu dis, hein, les chœurs de France apprennent sur, des bandes son en quasi autonomie, avec des bancs d'orchestre, mais par contre, ils répètent avec un clavier C'est ça et c'est pas du tout la même chose quand tout l'orchestre est là, et quoi. c'est pas la même chose que de jouer avec, tout l'orchestre, bien sûr. Mmh. Exactement. Quand ils arrivent sur scène et qu'ils vous découvrent tous, en Exactement et qui fait. découvrent alors, évidemment, on joue les mêmes versions, hein, on fait pas n'importe quoi, on est tous d'accord sur les structures et les accords et les choses comme ça. C'est pour ça qu'on répète déjà entre nous. Mais, c'est la magie et en même temps le grand risque de la musique live. Mmh. C'est que bon, bah, tu beau le faire 100 fois, peut-être la 101e fois où il faudra que ce soit bien, bah, il faudra le faire bien aussi. Quand tu dis on joue tout le temps la même chose, il y a jamais eu des petites blagues, ou des petits moments où tu te dis: «Tiens, qu'est-ce qu'on est en train de jouer là?» Non? Si, 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 ah si, si, ah bah si, bien sûr, hein. Des fois, il peut y arriver que ça il peut arriver qu'on se trompe, hein, on n'est pas des robots. Il peut arriver que le cœur aussi, malgré tout, puisse se décaler parce que manque de concentration ou de choses comme ça, quoi. Mais, j'ai rarement entendu de grands capharnaüm. Une fois, si, si, une fois. Une fois, il y a eu un grand capharnaüm sur une fin de deuxième concert avec la fatigue aidant, où là, on s'est retrouvés sur nos pattes comme un chat, mais franchement, c'était que musical, hein. Le chœur, ils y étaient plus, eux. Mais nous, hop, 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 et puis on s'est retrouvés. Ça arrive, ça. Après, on en rigole, à la fin du concert, mais sur le coup, C'est les aléas et les anecdotes, ça fait partie des anecdotes, tu vois? Il y en a. c'est ça, c'est ça. Sur le coup, on rigole pas, mais après, bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Et du coup, en termes de répétition, au niveau musicien, vous répétez souvent ou beaucoup d'heures avant de parce que je suppose que toi, tu travailles tes parties de ton Bien sûr. côté, chaque musicien travaille et vous vous réunissez, à un certain moment. Est-ce qu'il y a beaucoup d'heures de répétition entre vous ou alors vous jouez sur votre professionnalisme chacun et allons-y, Il y a beaucoup de travail personnel. Par rapport au concert, il y a assez peu de répétitions. Alors après, tu sais, ça dépend des alors là, on va rentrer dans le monde professionnel, ça dépend des productions aussi. Il y a des productions qui peuvent se permettre d'avoir beaucoup de répétitions. Nous, pour les chœurs de France, on n'en fait pas beaucoup, mais donc on fait un travail perso chez nous. C'est Jean-Marie Aversin, le directeur musical qui nous fait les partitions et puis on relève, aussi de notre côté, pour plus de précision, mais lui, il nous fait les partitions, avec les tonalités des chœurs en lien avec Evelyne Lagarde aussi, chef de chœur. Il nous envoie ses partitions, nous on fait un gros travail à la maison et après on se retrouve, tous ensemble, donc l'orchestre avec le chef de chœur et on fait assez peu de répétitions en fait, 2-3. C'est aussi, une des raisons pourquoi les balances sont longues également. Parce que, nous bon, on a fait le truc, mais après il faut mettre ça en pratique, il faut mettre ça en pratique avec les chefs de chœur, et cetera. Mais ça c'est plus une histoire, professionnelle de production. Les répertoires sont bien et effectivement, tu travailles parce que les répertoires sont il y a beaucoup de il y a des sur les 2 derniers spectacles, il y avait des medleys, mais même avant, il y avait des medleys, donc les med qui dit medley dit, beaucoup de morceaux à apprendre parce que même si tu joues que 8 ou 16 mesures, bah, le morceau, il faut le connaître. Que le morceau, il dure 2 minutes ou 30 secondes, c'est pareil. Donc, il y a de gros, un gros travail personnel à fournir. super, super, merci beaucoup. Tes actualités avec, alors, avec les Chœurs de France, c'est, quoi? Tu as des actualités en cours ou en prévision? Il y a on devait avoir une tournée, la fameuse tournée à Noël des chœurs a été reportée, puisque je crois qu'en 2026, vont avoir lieu les 40 ans des chœurs de France. Ah! Donc, normalement, on aurait dû être en tournée en octobre-novembre, comme d'habitude. Chaque année, ça se passe sur 2 mois. Il y a une vingtaine de dates sur 2 mois et cette année, ça s'est pas fait D'accord. et je crois qu'on va rebondir, l'année prochaine pour les 40 ans des chœurs de France. Ah, gros événement alors. J'imagine qu'il va y avoir, voilà, qu'il va y avoir quelque chose puisque
c'est ce que les chefs de chœur nous ont dit. Bon, cette année, on fait l'impasse sur la tournée octobre-novembre, aux grandes dames, de certains chœurs, j'imagine, parce qu'eux, ils voulaient ils voulaient chanter, comme chaque année, c'est un peu leur rendez-vous, quoi. Mais ça va se décaler pour 2026. D'ailleurs, ça me manque, moi, je le dis comme je le pense, cette tournée, elle m'a manqué, bien que, quand je la combine avec mes activités à Disney, ce soit assez compliqué et assez fatigant. Ah. Donc, il y a un côté de moi qui dit: «Tant mieux», parce que comme ça, je suis moins fatigué. Puis il y a un côté de moi qui dit quand même, «C'était sympa de partir là-bas, de jouer les trucs avec les copains, et de Ouais. rigoler et cetera et Ouais. cetera». Voilà, c'est 50-50 quoi, Ouais, voilà. parce que justement tes actualités musicales à toi, Ben moi je depuis 2 ans, je suis intégré à un spectacle, Disney que c'est sur Pixar, mmh. qui s'appelle Together Mmh. et ça prend pas mal de temps parce que c'est des saisons de 6 mois. Alors ça se joue tous les jours. Évidemment, je suis pas le seul bassiste, hein, on était 4 et maintenant 5. Et donc on se fait un petit programme, donc on y va, 7 à 8 fois par mois, là-bas. C'est un spectacle d'une demi-heure avec danseurs, acrobates et cetera et voilà, puis j'ai d'autres trucs, parfois à côté, des soirées privées, des choses comme ça donc quand vient le temps de la tournée des chœurs, parfois ça peut être, beaucoup, beaucoup de travail, quoi. On enlève un petit peu l'image des chœurs de ta tête et on te demande un petit peu de rêver. Heu, Quel rêve musical tu aimerais réaliser? Oh là là, c'est une vaste question. J'aurais adoré alors il y a 2 trucs que je pourrais plus faire parce que malheureusement ils sont décédés. J'aurais adoré jouer avec Prince, par exemple. C'était un rêve parce que moi de petit, j'étais un grand fan de Prince, j'aurais adoré jouer avec Prince. J'aurais adoré jouer avec un artiste italien qui est décédé aussi qui s'appelle Pino Daniele, qui est moins connu que Prince mais bon, j'aurais adoré jouer avec lui et alors le rêve musical, écoute si je peux, déjà, humblement continuer, le plus longtemps possible, à pouvoir, travailler et vivre de ma passion, déjà, je serais comblé. Et avec un chœur, il y aurait un je sais pas, un projet, musical ou quelque chose qui te ferait rêver? Mais je connais pas le monde des chœurs, hein, vraiment, tu vois? Donc moi, le truc des chœurs de France me va très bien. Je rejouerais bien avec une chorale de gospel, parce que ça fait longtemps que j'avais fait ça et ça m'avait bien éclaté le gospel, le côté funk et tout, surtout que maintenant il y a des chorales de gospel très, très avec, des musiciens super sophistiqués et tout et je referais bien ça. Sinon, je te dis, moi, les chœurs de France, ça me va, hein. Je trouve ça super, hein. Grosse qualité musicale, grosse qualité humaine, de la variété, donc dans tous les sens du terme, quoi. De la variété musicale, mais ça veut dire, tu peux jouer de Jacques Brel au Rita Mitsouko, tu vois? Donc moi j'aime bien. Toute ma carrière, elle a été faite de ça. C'est-à-dire que moi j'ai fait, Lynn Renaud, NTM, Sinclair, Nicoletta, Vincent Niclot, Diams, tu vois? Moi, j'ai fait des grands écarts musicaux et donc ça me va très bien ça. Ça me va très bien ce genre de répertoire. Et justement dans cette grande variété, de répertoire musical, c'est quoi la chanson que tu as pas encore fait en chœur que tu aimerais bien faire? Ah, j'aimerais bien jouer du Nougaro. Nougaro? OK. Ouais, 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 dans les chœurs de France, par exemple, j'aimerais bien jouer Nougaro. Heu, Genre quoi? genre une qui est pas connue, qui est sur l'album Nouga York, qui est «Il faut tourner la page», par exemple. Ça me vient là comme ça, qui est une très, très belle chanson avec des paroles magnifiques D'accord. et un super solo de basse aussi. Oui, d'accord. Où il joue la mélodie et tout, enfin ça me vient, tu vois, comme ça, mais je trouve que, bah, moi je suis français, alors je comprends l'anglais, je parle, pas trop mal anglais et cetera, mais des belles paroles en français bien chantées par les chœurs, Ouais. j'adore, voilà. C'est vraiment il y a beaucoup d'émotions dans ça. Par exemple, cette année, on a joué, Né quelque part. Mmh. Quand j'étais petit, j'adorais ce morceau. Mmh. Ouais. J'adorais ce morceau alors que moi j'écoutais d'autres choses, hein. J'écoutais déjà Prince, Miles Davis et tout, tu sais, moi j'ai un goût, assez éclectique, j'ai écouté beaucoup de jazz, beaucoup de funk, beaucoup de reggae et tout, mais Né quelque part, j'ai toujours adoré ce morceau et on l'a joué cette année avec les chœurs et ben, ça m'a transporté quoi. Ouais. Voilà, donc des trucs où les textes me touchent comme, on avait joué des trucs de Brel aussi, enfin des belles chansons, hein, des beaux textes, c'est très touchant quoi,
quand c'est bien quand il y a de l'émotion, c'est super. Du coup, je me permets parce que j'ai à peu près posé cette question-là tout à l'heure, mais du coup, là, ce que tu viens de me dire m'y ramène. Heu, Toi, en tant que musicien, quand tu es en train de jouer, effectivement, tu as des paroles derrière qui sont chantées, qui ont très souvent du sens. Qu'est-ce qui se passe pour vous, en fait? Est-ce que vous entendez quand même les paroles? Vous êtes ému par les paroles? Vous êtes touché par les paroles? Ou finalement, tu es concentré dans tes notes et il pourrait chanter ce que tu en n'importe quelle langue derrière, ça serait la même chose. Alors, on est très concentré parce que nous, on se doit de mettre ce tapis-là, quoi, de leur donner, le la musique, qui dont ils ont besoin pour chanter. Ouais, Mais, mais on connaît toutes les paroles par cœur, hein, au bout d'un moment. Mmh. OK. Et je te dirais même que, mais ça c'est vrai avec les chœurs ou avec d'autres artistes. Parfois même, il m'arrive de jouer différemment selon les paroles. Tu réponds. Enfin, je veux dire, alors après, il faut pas non plus, répondre à chaque fois. Le but à la base, et dans n'importe quel instrument, de pas être un perroquet. Mais quand il y a des trucs qui te touchent, tu peux répondre aussi, musicalement à ça, quoi, ou pas. Mais, évidemment, ça rentre en ligne de compte. Moi, je me souviens que sur des textes, notamment avec Sinclair ou même avec les chœurs, il y avait des trucs où spontanément, j'avais envie de faire quelque chose sur ce texte-là. Comme Ouais. si ça me parlait, juste une petite intervention en plus par rapport à ça, qui fait que ça peut être une réponse. Des fois, c'est bienvenu, des fois, ça ne l'est pas, mais, ouais, bien sûr, hein, Donc il y a l'émotion liée au volume, de nombre de voix, mais bien aussi sûr. avec ce qui est chanté derrière, quoi. Ah, le C'est texte, ouais. dès que c'est en français, c'est hyper important. Mmh. Après, il faut pas non plus jouer au perroquet, hein. Ça sert à rien. Des fois, il faut rester à sa place justement et dérouler le truc pour que ça se passe bien. C'est tout l'ambiguïté du discours, du bassiste et du musicien. Voilà. Ne pas prendre trop de place, mais parfois rajouter un peu de vie. Voilà. RATP, RATP. voilà. Exactement. Tu en as Ce sera retenu un, tu On ça va ça viendra. retenir, on va retenir. le leitmotiv, ouais, reste à ta place, ouais. Non, non, mais c'est chouette. Mais écoute, tu nous as cité, Brel, Nougaro, alors malheureusement, ils ont disparu, ils sont plus de ce monde. Mais, si on devait, réunir donc le monde amateur, alors encore une fois, hein, tu as donné la très bonne définition de la différence entre amateur et pro, mais si on devait réunir ces deux mondes, quel chanteur tu verrais aujourd'hui unir sa voix avec les chœurs de France? Alors soit en termes d'interprétation ou en termes de Vaste question, parce que ce serait plutôt un chanteur français, c'est les chœurs de France, donc, on va dire un chanteur français. Hem, mmh, oh, alors le chœur de France est vachement malléable. Donc, je me défie pas, hein, à ne pas répondre à la question en disant ça. non, pas de problème. Mais, c'est vrai qu'au chœur, on fait beaucoup de choses, très différentes. Donc, je pense qu'il est capable d'avoir aussi des styles très différents. Moi, j'ai bossé avec Vincent Niclot. Je pense que Vincent, ce serait une belle voix pour les chœurs de France, tu vois? Pour un lead sur certains trucs, voilà. Maintenant, je vais passer du coq à light, comme dirait l'autre. Un mec comme, Ben l'Oncle Soul, dans un truc un peu plus gospel aussi, parce que c'est un très bon chanteur, ça pourrait aussi, quoi. Il faut quelqu'un qui chante, super Ouais. pour les chœurs de France, voilà. Parce Mmh. que je porte une haute estime des chœurs de France, donc, il faut que le lead soit, il faut que soit du sérieux. Dans un style lyrique comme Vincent Niclot ou plus, soul comme, tu vois, comme Ben l'Oncle Soul justement, voilà, faut quelqu'un de qui amène le cœur, quoi. Mais il y en a certainement d'autres, hein. Je lance ces 2 noms-là parce que j'ai que ça qui me vient, tout de suite. Mais, Non, mais c'est parfait. oh, il y en a d'autres, hein. Ouais, il y en a d'autres aussi, hein. Merci beaucoup. Tu as témoigné tout à l'heure que finalement tu connaissais essentiellement les chœurs de France et un peu moins, le reste Ouais, du clairement. chant choral. Heu, Malgré tout, tu as peut-être entendu parler d'autres grands mouvements qui peuvent exister avec des concerts à 500 voix, puis parfois à 1000, puis parfois à 2000, parfois à 3000. Enfin voilà, il y a une espèce d'engouement, pour le chant choral, chant variété, format XXL. Un engouement justement en lien avec la question que vient de te poser Carole
de chanteurs qui sont accompagnés avec des choristes. Du coup, c'est quoi ton regard là-dessus? Comment tu vois, un peu, l'évolution du chant choral et le lien avec le fait d'être accompagné par des orchestres et des musiciens, professionnels? Moi, je défends ma paroisse, je trouve ça super que ce soit accompagné par des musiciens parce que, les musiciens live, ça donne un côté organique par rapport à la bande. Tu vois? Si on part sur ce débat-là, de la musique live par rapport à la bande comme ça, donc moi je défendrai toujours les musiciens, c'est normal. Maintenant, vraiment, je suis pas du tout au fait des chœurs, mais alors moi, ce que tu viens de me dire, les chœurs à 2 000, 3 000, 4 000 personnes, alors très peu pour moi. Si tu veux, moi je préfère, 150 personnes où c'est hyper en place, c'est hyper bien, avec beaucoup d'émotion. 4 000, 5 000, tu vois? C'est pas un truc qui me comme ça, c'est pas un truc qui m'attire. Les grands spectacles, les grands machins et tout, enfin, ça peut être très bien. Il y avait Gospel pour 100 voix, mais 100 voix, tu vois? Pas, Ouais. c'est pas le nombre qui va m'impressionner là-dedans. Ça va être la qualité musicale, la qualité de l'émotion, la qualité du répertoire, et cetera, et cetera. C'est pas Mmh. parce qu'il va jouer devant 200 000 personnes et qu'ils vont être 2 000 que ce sera pas Ouais. moyen. OK. Bah, merci, merci pour ta réponse. Avec plaisir. Nous arrivons bientôt à la fin, de cet échange, Nicolas. Ça a passé très vite, le temps a passé vraiment très vite ensemble. Carrément. On te propose, un petit jeu pour terminer. On va jouer au portrait chinois. D'accord. Donc je te pose la première question, si tu étais une manie ou un rituel avant de monter sur scène, ça serait quoi pour toi? Rire. Le rire, entre copains, ça permet parfois d'évacuer un peu le stress, tout en restant concentré quand même, voilà. Super, merci. Si tu étais un morceau de musique, Si j'étais un morceau de musique, oh là là, alors là, ça veut dire que ça va être, un morceau de musique que j'adore. Alors qu'est-ce que je penserais, un truc de Prince qui s'appelle «Sometimes It Snows in April». Très beau morceau de Prince, voilà. bah, on va aller écouter ça, merci. Alors tu nous en as cité quelques-uns, mais si tu étais un chanteur? J'étais un chanteur. Oh là 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 là, dis donc, c'est des questions difficiles, hein, parce que j'ai tellement d'idoles, moi. Bah, alors, je vous donne, depuis le début de cette interview, hein, je vous donne les réponses qui me viennent comme ça directement. Donc là, le la 1re, ça aurait été Marvin Gaye. OK. Et c'est bien l'objectif de l'interview, hein, c'est d'être spontané, donc merci pour ça. Et du coup, si tu étais une émotion? Le sourire. OK, le sourire et la joie de jouer Ouais, exactement. et notamment en chœur avec les chœurs de France que tu accompagnes. Et le sourire qu'on a, tous les 3 là, à être ensemble en interview. Merci beaucoup Nicolas, c'était vraiment passionnant. Avec grand plaisir. Oui, merci beaucoup Nicolas. Ouais, merci pour ce vrai bon moment avec toi. Avec grand plaisir. C'est passé, très, très vite. C'est passé très vite en effet. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez et surtout, continuez à chanter. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Secrets de cœur. History.